Avant de vous parler de la campagne, avant de vous parler des élections, avant de vous parler du Conseil général, l'objet de ce soir, et vous y avez répondu encore une fois très nombreuses et très nombreux, et je vous en remercie. Je suis bien évidemment aux côtés de ma binôme Virginie Sanchez qui vous dira quelques mots après les miens. Et puis bien sûr, c'est à la fois l'occasion d'inaugurer cette permanence, et donc la 3e permanence que nous inaugurons. Vous en souvenez, on en avait une au centre-ville, une aux Sablettes pour la campagne municipale. Elle pourrait bien rester après les élections. Si les Sénois nous font confiance, ce sera la permanence des nouveaux conseillers départementaux. Donc cette permanence au 3 avenue Frédéric Mistral est là pour accueillir tous les Sénois pendant cette campagne. Et puis bien évidemment, on l'espère après. C'est bien évidemment aussi la permanence des élus. Des élus que Virginie et moi sommes, conseillers municipaux. Et puis bien sûr, je salue et j'excuse, je crois, Patrick Fouillac que je n'ai pas vu, Alain Baldacchino qui est à l'extérieur et Dominique Granet, vous savez que c'est la binôme de Frédéric Boccaletti dans le canton de la Seine 2. Puisque vous savez qu'on renouvelle tous les cantons en même temps. Ils ont été redécoupés. Donc je voudrais remercier les militants, Didier Cazot, le directeur de campagne, les 2 directeurs adjoints, messieurs Jean-Claude Canal et André Garcia, dont l'un des 2 est mon suppléant, que je vais vous présenter, car l'autre objectif du jour, bien évidemment, c'est de vous annoncer l'équipe complète. Donc pour ma part, je serai accompagné de Jean-Claude Canal, que beaucoup connaissent. D'abord, il s'est investi pendant la campagne des municipales. Je lui laisserai éventuellement dire quelques mots s'il le souhaite. Jean-Claude, beaucoup le connaissent. Il est extrêmement impliqué à la fois dans la vie politique locale et puis il est commerçant, il est sénois, il travaille à Saint-Elme et donc nous avons souhaité pour nos suppléants des Sénois actifs, complètement impliqués dans la vie professionnelle. Nous le sommes tous, hein, bien sûr, mais voilà, c'est la distinction entre les titulaires qui sont des élus et les suppléants qui ne le sont pas, parce que déjà, vous savez, on a beaucoup de critiques à formuler à l'endroit des cumulards, on y reviendra, on en dira un petit mot. Donc voilà pour cette permanence, voilà pour ce jour, voilà pour cette campagne. Et cette campagne, elle va être dense puisque, comme je vous le disais, les Sénois, chaque Sénois du canton va recevoir un tract différent chaque semaine. Donc c'est pas moins d'une dizaine de tracts d'ici le 29 mars. Je vous passerai les titres de chacun des documents. Il y a un premier document qui est distribué qui est intitulé Les Sénois d'abord, car c'est notre marque de fabrique, c'est-à-dire que nous allons placer les Sénois et la Seine d'abord, et on y reviendra pour défendre la place de cette collectivité comme nous l'avons fait au municipal, nous le ferons au Conseil général dans un mois. Et puis bien sûr des campagnes d'affichage, nous sommes présents sur les marchés, le samedi matin et dimanche matin au marché du centre. Donc maintenant, normalement, vous devriez pouvoir nous voir, nous rencontrer beaucoup plus facilement. Vous avez les adresses, email, les numéros de téléphone sur chacun des documents. Voilà pour cette campagne. Alors, bien évidemment, vous avez suivi la presse, vous avez d'abord noté les différentes interventions, vous avez compris que le Front National est largement favori dans cette élection, mais c'est pas parce qu'on est largement favori que l'on doit se permettre de se relâcher. D'abord, on a tous les jours besoin d'expliquer à nouveau ce que nous allons faire si nous sommes élus. Donc ça va être l'objet déjà de ce soir. La campagne commence vraiment pour nous. Je vais vous parler quand même de quelques anecdotes de campagne avant de vous parler de notre programme. Je suis administrateur du CCAS. Alors Dominique Granet, avec beaucoup d'intérêt, nous a livré un certain nombre d'anecdotes. C'est malheureusement trop fréquent pour en parler puisqu'elle travaille à la caisse primaire d'assurance maladie. Moi, pour ma part, j'avais un conseil d'administration du CCAS ce matin et je vais vous donner un peu en filigrane ce qui nous conduit à être candidat. Au conseil d'administration du CCAS, on s'est aperçu que des personnes étaient bénéficiaires d'aides sociales du département sans y avoir vraiment droit. Alors, on dit souvent, le Front National, vous parlez toujours de cas, sauf que ces cas mis bout à bout commencent à faire beaucoup et que les fonctionnaires eux-mêmes le disent, quelle que soit leur étiquette bien évidemment. On y reviendra. Nous sommes candidats pour engager un plan massif de lutte contre la fraude sociale. Alors, ce département du Var, ce ne sont pas les chiffres du Front National, ce sont les chiffres d'un récent rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc on n'invente rien, c'est un département avec un budget d'un peu plus d'1 milliard, 1,215 milliard, et la moitié, un demi-milliard, 505 millions, sont consacrés aux dépenses sociales. Bien sûr, ce sont des droits, et que les conseillers départementaux que nous serons n'allons pas supprimer les droits, puisque c'est l'État français, État de droit, qui fait distribuer, qui transfère au département la charge de distribuer cet argent. Mais le Conseil général du Var, mes chers amis, n'est pas un guichet
payeur. Et si l'UMP, pendant de trop nombreuses années, s'est permis de ne pas toujours bien contrôler, ben nous allons d'abord nous donner les moyens de contrôler les personnes physiques, les bénéficiaires bien évidemment d'allocations. Alors personne n'a dit que tous les bénéficiaires du RSA étaient des fraudeurs, bien évidemment. Mais ceux qui parasitent le système, ben, ils mettent en péril la solidarité départementale. Et puis c'est insupportable pour ceux qui payent. Et arrêtons de nous dire que ce ne sont que quelques cas, puisque je vous renvoie à l'évaluation de la fraude sociale en France et forcément dans le département du Var, c'est beaucoup trop important. La situation financière du département n'est pas bonne. Sa capacité d'autofinancement a fondu. Qu'est-ce que ça veut dire? La capacité d'autofinancement d'une collectivité, c'est en fait ce qui lui reste en excédent de fonctionnement ben, pour pouvoir investir. C'est comme ça que ça fonctionne quand elle est bien gérée. Ben, nous, comme on n'a plus d'autofinancement possible, ben, on emprunte. Et c'est la raison pour laquelle les intérêts des emprunts, eux, ont explosé. Donc on a 700 millions d'encours de la dette. Alors, c'est pas du tout sérieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ben, nous, on a investi pour 1,8 milliard. Oui, mais quand on investit, encore faut-il avoir les moyens. Vous verriez pas quand même faire des dépenses dans votre foyer si vous n'avez pas les revenus correspondants. Avant de penser à l'emprunt et au prêt éventuel, ben, vous allez dégager un maximum d'économies pour pouvoir vous payer ben, en fonction de vos revenus. Vous n'allez pas vous tourner à chaque fois vers la banque. Ben, qu'a fait le Conseil général? Il a systématiquement emprunté, au lieu de faire des économies. Alors des économies, il y en a à faire, bien sûr, on l'a dit, sur les dépenses de fonctionnement, les dépenses sociales par un meilleur contrôle, donc c'est de l'argent qui reste dans les caisses ou qui est remboursé, qui doit être recouvré par les bénéficiaires à tort lorsqu'on arrive bien sûr à les identifier. C'est bien sûr les dépenses de personnel aussi. Si on emprunte, il faut quand même bien faire entrer de l'argent, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, les impôts augmentent, les ménages payent toujours trop, la taxe sur le foncier bâti est une taxe record dans l'Ouest varois, donc la part du Conseil général n'échappe pas à la règle, hein. C'est comme la part communale, ben, au final c'est toujours les mêmes qui payent. Ils payent à la commune, ils payent au département, ils payent à la région, ils payent à l'État. Évidemment, il y en a qui vont travailler et qui payent, et il y en a qui se permettent, vous vous rendez compte, même si bien sûr c'est une minorité, ben, de bénéficier d'aides sociales sans justifier de leurs revenus. Ce matin en CCAS, eh bien, personne âgée, mais c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle doit se permettre de ne pas justifier de ses revenus. D'une part, ce sont des personnes qui sont allocataires. On ne s'est même aperçu au CCAS, et ce sont les fonctionnaires qui vous le disent. Même les élus socialistes autour de la table, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent à ça? Bah, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a un problème. Une personne qui avait 1600 € de revenus, qui était bénéficiaire d'une aide pour le repas dans son foyer logement du département. C'est pas possible. Donc, c'est loin d'être des cas pour le principe, hein, on joue pas là-dessus, mais on est encore une fois les seuls, j'ai l'impression, parmi ces candidats à en parler. Donc la situation du département, je vous en ai parlé. Les transferts, on nous dit, oui, mais le département paye beaucoup pour le social parce que l'État lui transfère beaucoup de dépenses. Alors je vais vous donner un exemple d'une dépense qui sont les mineurs isolés étrangers. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah ben, il fallait bien le Front National. Les étrangers, forcément, le Front National a mis l'accent là-dessus. Ben, c'est un vrai problème, les mineurs isolés étrangers. Et ben, figurez-vous, mesdames et messieurs, que les mineurs isolés étrangers, celui qui s'est le plus intéressé à leur situation, c'est un sénateur centriste, qui est à l'Alliance centriste. C'est Jean Arthuis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les mineurs isolés étrangers. Qui sont ces mineurs isolés? Ce sont des personnes qui arrivent clandestinement en France. Donc, ils sont mineurs normalement, sauf qu'on ne peut pas reconnaître leur minorité, ils n'ont pas de papier. Et donc, le département, c'est le code de l'action sociale qu'il prévoit, au titre de l'aide sociale à l'enfance, eh bien, les prend en charge jusqu'à leur majorité. Sauf que parfois, ils fuguent, donc ils quittent le département, ils se refont prendre en charge dans d'autres départements, et donc, c'est qui le paye? Bah, c'est les personnels de l'aide sociale à l'enfance qui n'est pas prévu pour ça. Alors, on m'a dit récemment, quand j'ai donné une interview, on m'a dit, écoutez, M. Gutiérrez, c'est 60 cas pour le département. Oui, mais alors, c'est 60 cas pour les mineurs isolés étrangers, c'est 1200 cas pour les fraudes au RSA, c'est autant de cas pour les fraudes au foyer logement. C'est un principe. L'argent public est limité, nous ne pouvons plus augmenter les impôts puisque nous nous engageons à les réduire, donc il faut soit faire des économies et en même temps on cumule avec un système de contrôle plus important. Donc bien sûr, le budget social, il est trop important, donc il faut, en tout cas que ceux qui bénéficient de l'aide, nous n'avons jamais été contre évidemment les personnes bénéficiaires du RSA, une personne qui justifie de ses revenus, qui accepte les contrôles, qui montre au Conseil général qu'elle veut s'insérer parce qu'on ne peut pas vivre de toute façon du RSA pendant 10 ans, c'est un système perdant-perdant. C'est perdant pour le bénéficiaire et c'est perdant pour la collectivité qui l'alloue. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces transferts, sur cette fraude et sur les dépenses sociales. Bien sûr, il y a d'autres dépenses qu'il faudra regarder et d'autres politiques également parce que le Conseil général, c'est un certain nombre d'autres compétences. Ce sont les pompiers. Alors les pompiers, c'est pas anecdotique. C'est le 3e budget après les transports, donc un peu plus de 40 millions d'euros. Ben là, vous avez le maire de Saint-Mandrier, hein, on va faire un peu de politique, hein, Gilles Vincent, qui est bien content de partager le même centre de secours avec la Seine. Alors lui, il fait payer aux Mandréens 22 € par an et par habitant pour financer les pompiers. Nous, on est à 89 €. Il est conseiller général sortant. Vous ne l'avez jamais entendu sur cette question. Après, il va vous dire, moi, j'ai fait mon travail. Autre exemple qui ne nous satisfait pas au sein de la politique départementale, vous savez, c'est les années de gestion UMP qu'on va juger. Hein. Nous serons jugés sur nos résultats. En 2021, le Front National sera jugé sur sa capacité à réduire l'endettement, à diminuer les charges sur les ménages, à
faire de réelles économies et à faire bénéficier les personnes qui le demandent, qui le méritent. Alors j'ai parlé des personnes physiques, c'est aussi les personnes morales, c'est donc aussi les associations. Vous avez des associations qui n'ont plus d'aide du Conseil général. Pourtant, elles donnent des colis alimentaires. C'est-à-dire, elles donnent à des personnes dont le reste à vivre est tellement insuffisant qu'ils n'ont plus les moyens de manger à leur faim. Ben, pardonnez-moi, excusez-moi, je le dis et je l'assume. Nous l'assumons. Entre une association qui va réclamer l'aide du Conseil général pour faire une activité culturelle aussi intéressante soit-elle et une association qui a besoin de l'aide du Conseil général pour faire manger les Sénois à leur faim, ben, je suis désolé, notre priorité, notre choix, il sera vite fait. Parce qu'on aura une enveloppe pour le canton. Il ne s'agira pas d'en demander une supérieure. On fera avec l'enveloppe du canton. Bien sûr, je pourrais vous parler du cas des voiries qui ont été délaissées, la corniche, que nous dit Gilles Vincent. Parle de Gilles Vincent, je pourrais parler aussi des élus socialistes. Du socialiste, on les connaît puisque c'est la bande à Marc Vimot. Donc je ne vais pas m'apesantir sur ceux que vous connaissez. Gilles Vincent, il nous dit ah mais la corniche, je m'en suis bien occupé. Alors oui, mais le problème, c'est que les Sénois, c'est pas leur souci. J'avais une enveloppe du Conseil général. C'est la mairie qui n'a pas voulu faire les travaux, ce qu'on appelle les à côté, c'est-à-dire ce qui n'est pas du ressort du Conseil général. Oui, mais c'est un petit peu facile. Donc finalement, on s'en sort bien. On a un maire, Marc Vimot, qui n'a pas voulu mettre ce qu'il faut. Gilles Vincent n'a pas pu mettre ce qu'il faut. Finalement, la corniche, elle est restée en l'état. À un moment donné, il faut choisir. Soit on débloque ce qu'il faut débloquer pour la voirie, et évidemment, c'est de l'argent qu'on ne donne pas ailleurs, mais on ne peut pas laisser une voirie se dégrader alors que c'est un atout touristique majeur. Je pourrais vous parler d'environnement, bien sûr. Je ne parle pas de la politique d'urbanisme des élus socialistes actuels. L'UMP a beau jeu de nous parler d'environnement dans la politique départementale. Bien sûr, nous introduirons des critères environnementaux dans les appels d'offres du Conseil général. Nous favoriserons la production départementale pour faire vivre les agriculteurs varois, pour qu'ils puissent nourrir les enfants sénois avec des produits du Var. Je pense qu'on a un beau département où en matière de ruralité et en matière alimentaire, on a de quoi fournir. Et puis la Dracénie, les inondations dans la Dracénie. Oui à la solidarité, mais bon, il y a quand même des limites. Qu'est-ce qui s'est passé? Les communes ont été sinistrées, catastrophiques. Plus de 21 morts. Il a fallu constituer un fonds de solidarité pour que les communes épargnées, dont la Seine, participent au financement du sinistre de ces communes. Mais enfin, jusqu'à une certaine limite. Ces communes, elles ont eu des maires, que je sache. Ces maires, ils ont fait des erreurs d'urbanisme, des fois délibérées, souvent délibérées. C'est d'abord à ces communes qu'il revient de participer le plus possible, et puis ensuite on fera appel à la Seine ou à d'autres villes. La Seine, franchement, c'est toujours le même problème. La Seine, elle n'a pas de route. La Seine, elle a le plus grand nombre de bénéficiaires d'allocations et de logements sociaux. La Seine, elle n'est pas aidée. On lui demande toujours plus pour financer ses pompiers. À un moment donné, il y a ras-le-bol. À un moment donné, on fait le bilan. On fait le bilan des élus socialistes et on fait le bilan des conseillers généraux sortants de l'UMP. Voilà pourquoi nous sommes candidats en quelques mots. Je ne veux pas être trop long, mais voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier de votre présence. Vous retrouvez bien évidemment au moment du scrutin parce qu'il faudra participer. C'est absolument essentiel parce que vous savez que ce sont des élections qui ne sont pas très suivies. Donc c'est notre rôle d'expliquer à quoi sert le Conseil général. Je pense que vous en avez eu quelques exemples. On pourrait parler des collèges, mais le plus important, c'est quand même pour nous la lutte contre la fraude, donc le contrôle des dépenses sociales. Bien évidemment, un programme de réhabilitation de nos voiries parce qu'elles sont importantes à la Seine et qu'elles sont délaissées. Le SDIS, qui est un vrai sujet, et l'environnement. Écoutez, si déjà sur ces 4 sujets, nous sommes capables de fournir des résultats en 2021, ce sera très bien. Nous serons jugés là. On n'est pas candidat à notre réélection, Donc les choses sont claires. Donc notre candidature, c'est celle du bon sens. Je vous remercie de votre attention.